Si vous êtes d'accord, on peut commencer doucement, ça fera venir les autres. Merci beaucoup à tout le monde d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup à IHI d'être avec nous pour ce webinaire. Nous sommes les membres du PCN Santé. Catherine Tostin qui est en ligne avec nous. Roxane Brachet qui va présenter une partie de ce webinaire. Et puis, merci beaucoup à Magali Poineau, Antoine Julien, c'est Nathalie Seignoret de IHI pour être avec nous et pour répondre aux questions pour la présentation et pour répondre aux questions qui se posent les Français sur l'IHI et sur ces appels en une étape. Je vais laisser la parole à Roxane qui va commencer et qui va vous raconter qui sommes-nous, les PSN Santé, et puis qui va parler des appels IHI qui sont ouverts aujourd'hui. Merci Vania, merci et bonjour à tous. Donc effectivement, dans cette première partie, je vais vous dire quelques mots du PCN Santé. Donc nous sommes une équipe de 4 personnes, donc la coordination par Virginie Sivan et puis nous trois. Alors pour ceux qui connaissent déjà une partie du PCN, moi j'ai rejoint l'équipe depuis le mois de septembre, donc voilà, une nouvelle PCN. Donc on accompagne, alors parmi nos missions, notre rôle est d'informer, de sensibiliser, de conseiller les équipes scientifiques qui souhaitent déposer des projets, donc vous orienter sur les meilleures opportunités, les meilleures sources de financement dans Horizon Europe, toujours donc dans le cluster santé, les modalités de fonctionnement, les conditions de participation à ces différents appels à candidature, à projets. Et on organise autant que nécessaire, et notamment en amont des lancements d'appels à projets, des rencontres pour faciliter donc la constitution de consortiums entre porteurs de projets et enfin voilà, des matchmaking events. Et bien évidemment, on peut aussi vous rencontrer, voilà, répondre à vos questions par mail et par téléphone, par voilà, toute manière, toute façon possible pour vous renseigner au mieux. On a aussi une mission de formation de la communauté scientifique et des personnels support, donc pour faciliter là aussi la constitution et la conduite de réseaux. Et voilà, et vraiment signaler et orienter au mieux vers d'autres guichets éventuels de financement qui pourraient être complémentaires ou qui pourraient mieux répondre à vos besoins. Point important à retenir, le PCN n'est pas en charge de monter des projets ou de rédiger les projets en lien avec les équipes, et nous ne proposons pas, nous ne pouvons pas non plus assurer la relecture de propositions pour voilà, des raisons d'expertise et des raisons de mission qui doivent rester bien cadrées. En ce qui concerne le programme actuel, donc Horizon Europe, très brièvement, c'est un programme qui court depuis 2021 jusqu'en 2027. C'est un programme très ambitieux avec un budget de 95, un peu plus de 95 milliards d'euros. Il s'inscrit bien sûr dans la continuité d'Horizon 2020, donc c'est une évolution et pas une révolution dans le financement de la recherche, avec une politique de sciences ouvertes très marquée, très importante pour l'Union européenne, et une ouverture pas seulement sur l'Europe, mais sur l'international. Et bien évidemment, donc, l'organisation de ces appels répond à des stratégies du Conseil européen de l'innovation, peut être aussi organisée sous forme de différentes missions, je vais y venir dans les diapos suivantes, ou sous forme de partenariat. Donc, pour ce qui nous concerne plus précisément, la santé dans Horizon Europe. Alors tout d'abord, Horizon Europe, et ça on l'a vu dans les anciens programmes également, il est constitué en 3 piliers. Un pilier sciences d'excellence qui va regrouper notamment les bourses Marie Curie, les financements ERC ou les infrastructures de recherche. Le pilier 2 qui répond aux problématiques mondiales et de compétitivité industrielle et européenne. Et c'est dans ce pilier qu'on va retrouver la recherche collaborative, les actions d'innovation ou de coordination, et notamment le cluster santé. Je vais y revenir. Et le pilier 3
qui est orienté davantage sur l'innovation et la compétitivité européenne, notamment les écosystèmes d'innovation et au travers des instituts européens d'innovation et de technologie ou du Conseil européen de l'innovation. Donc, dans le pilier 2, on retrouve plusieurs clusters thématiques. Le cluster santé qui est doté d'un peu plus de 8 milliards d'euros. Et nous avons également des actions transversales qui ont pour objet, donc, comme c'est inscrit, d'élargir la participation et le développement de la recherche et de l'excellence et réformer et consolider les systèmes européens de recherche et innovation. Donc, si on fait le focus sur le cluster santé, il est organisé lui-même en 6 domaines d'intervention qui répondent à des priorités politiques de l'Union européenne, à des orientations stratégiques pour la recherche et l'innovation, et qui se déclinent en impact attendu, qui vont constituer donc les différentes destinations des appels à projets. Et ces financements donc pour la recherche en santé peuvent eux-mêmes se décliner soit dans le programme de travail biennal de Horizon Europe, mais aussi sous la forme de partenariats en santé, ce qui va nous amener à l'IHI, et parfois aussi plus spécifiquement dans des missions spécifiques, et notamment la mission cancer. Donc, je viens de parler donc, des partenariats en santé. Donc, dans le programme 2021-2024, vous voyez ici apparaître, je ne vais pas tous les réciter, mais différents partenariats pour la recherche sur la santé, les maladies cardiovasculaires, les essais cliniques, la recherche sur l'évaluation des risques chimiques, sur la médecine personnalisée. Donc tout ça, ce sont des partenariats qui sont cofinancés par l'Union européenne. Et 2 autres grands partenariats, un qui est orienté sur la recherche clinique, le développement d'essais cliniques dans les pays en développement, DCTP, et le programme Innovative Health Initiative, voilà, donc qui nous intéresse plus spécifiquement aujourd'hui. Donc Innovative Health Initiative, c'est un nouveau partenariat public-privé qui s'inscrit dans la continuité du précédent programme Innovative Medicine Initiative. Donc, c'est un partenariat entre la Commission européenne et les représentants des compagnies pharmaceutiques, des medtech, des compagnies spécialisées dans la recherche vaccinale ou dans les biotechnologies. Donc, vous les avez ici, ce sont voilà, les organisations représentantes de ces compagnies. Et l'objectif de l'IHI est de transformer la recherche et l'innovation en matière de santé au bénéfice des patients et de la société plus largement, délivrer des innovations de santé qui vont permettre de couvrir l'ensemble des soins, donc on n'est plus seulement sur la médecine, mais vraiment sur le soin et la santé, et en particulier dans des domaines où il existe un besoin de santé publique qui est peu ou pas pourvu. Et bien évidemment, comme on est dans un partenariat public-privé, il y a une dimension de compétitivité des industries européennes de santé qui est très importante dans ce programme. Ah, c'est déjà passé. Alors, quelques mots de budget. Donc, le budget total est de 2,4 milliards d'euros. L'Union européenne apporte 1,2 milliard. Les industries, les big pharma apportent 1 milliard d'euros et les partenaires contributeurs cofinancent ce programme à hauteur de 200 millions d'euros. Donc, on a vraiment là aussi un cofinancement public-privé. Et donc là, jusque-là, il y a eu déjà 4 calls qui ont été ouverts. Le 4e call, il est déjà lancé, il est déjà à l'étape enfin, il va y avoir les dépôts des projets qui sont en 2e étape. Donc, je ne les présente pas là, je ne présente pas le call 4. Et je vais vous présenter plus spécifiquement le call 5. Donc, c'est un call en une étape, c'est-à-dire que les projets doivent être déposés en une seule fois. Il n'y a pas d'étape préliminaire et d'étape finale. C'est un call dont la date limite
et du 16 janvier prochain, donc dépôt final des projets, et qui met l'accent sur les topics qui concernent le remplacement ou la réduction de l'usage des modèles animaux, la théranostique, la gestion, enfin les projets qui portent sur les infarctus, donc stroke management, et le développement et l'usage des données synthétiques data. Alors, je ne sais pas si on peut dire données artificielles, données générées par intelligence artificielle. Bon, je vais en parler un petit peu plus loin dans les topics. Alors, les 4 topics de ce call. Donc, encore une fois, deadline des dépôts au 16 janvier. Le topic 1, je vais peut-être passer directement à cette diapositive, comme ça, on peut voir, voilà, la déclinaison de chaque topic. Donc, accélérer le développement de nouvelles approches et de nouvelles méthodologies innovantes pour des approches et des modèles non animaux. Le budget consacré à ce topic le budget maximal est de 30 millions d'euros. Et les attendus sont les suivants. Implémenter et mettre en place donc, des méthodologies non animales, donc réduire l'usage et l'expérimentation animale dans les projets de recherche, et permettre ainsi de développer des modèles les plus performants possibles et les plus pertinents, reproductibles, qui évitent ou qui réduisent autant que possible l'usage de l'animal. Améliorer également l'évaluation des technologies de santé, donc avec peu ou pas de méthodes d'usage de modèle animal. Améliorer la qualité des data et les recommandations pour de meilleures pratiques en matière voilà, de développement et d'usage de modèles non animaux. Et améliorer également la qualité des données pour aider les politiques et les recommandations en matière d'usage de modèles animaux en recherche. Le topic 2 concerne le développement de nouvelles méthodes cliniques dans l'usage de solutions théranostiques. Donc, un budget maximal de 25 millions d'euros disponible pour ce topic, avec ce qui est attendu. Pour les patients, améliorer et augmenter l'efficacité des traitements, réduire le délai pour accéder au traitement, diminuer les effets secondaires des traitements et la durée d'hospitalisation autant que possible. Pour les professionnels de santé, ce qui est attendu, enfin pour le bénéfice des professionnels de santé, c'est une meilleure formation et de meilleur training sur les approches théranostiques, et ainsi que des recommandations et des guides sur l'usage de ces solutions. D'une manière plus globale à l'échelle des systèmes de soins européens, élargir le spectre d'usage des solutions théranostiques et améliorer le rapport coût-efficacité grâce notamment à des solutions plus robustes et plus reproductibles et de meilleurs rapports coût-bénéfice pour les systèmes de soins. Et enfin, pour les acteurs qui développent les technologies, et aussi les professionnels de santé et les patients, améliorer l'information et l'accès à l'information sur voilà, tous les aspects de sensibilité de ces solutions, des capacités quantitatives et de la stratification en termes d'usage de ces solutions par rapport aux différents stades pathologiques. Donc ça, c'est pour les 2 premiers topics. Troisième topic, améliorer la prédiction, la détection et le traitement, les approches de traitement pour une meilleure prise en charge des infarctus. Un budget, une contribution maximale de 40 millions d'euros, avec, donc, comme attendu,
pour les patients, pour le bénéfice des patients, une meilleure prise en charge de l'infarctus par rapport aux standards existants et avec donc un diagnostic plus tôt et plus rapide et pouvoir développer des solutions et des méthodes d'intervention les plus précises possibles et les plus personnalisées possibles. Pour les professionnels de santé, un accès amélioré, élargi aux données de santé des patients, développer des modèles prédictifs et rendre plus efficace la coordination du soin et des différentes spécialités cliniques qui sont impliquées dans ces prises en charge. Pour le système de soins, avoir une meilleure organisation dans la gestion de cette prise en charge et des solutions les plus personnalisées possibles dans la délivrance de ces soins. Et enfin, développer des outils et des modèles plus innovants et qui permettent d'intégrer l'ensemble des données et des solutions qui sont développées et mettre en œuvre des stratégies plus innovantes en matière de prise en charge, notamment. Et enfin, le quatrième et dernier topic, améliorer et maximiser le potentiel des données synthétiques, donc générées pour une meilleure prise en charge thérapeutique. Donc, un budget disponible de 20 millions d'euros, budget maximal de 20 millions d'euros, avec comme attendu pour les acteurs académiques et industriels un accès à des données générées grâce à l'intelligence artificielle afin de compléter quand les données patientes sont insuffisantes ou pas assez robustes. Voilà, ça permet d'apporter un complément en générant artificiellement ces données. Avoir un meilleur accès à ces jeux de données et avec une meilleure qualité. Et enfin, pour le système de soins et l'industrie, le système de santé et pour l'industrie, avoir des modèles d'intelligence artificielle qui soient beaucoup plus performants pour développer non seulement la génération de ces données, mais les outils utilisés pour cela. Et la finalité étant d'apporter un meilleur diagnostic et une meilleure personnalisation des décisions de traitement pour le patient et plus largement pour le système de santé. Donc là, ce sont vraiment les 4 topics de ce 5e appel à projet. Comme je l'ai dit, ce sont des appels en une étape, donc des topics beaucoup plus larges qui ne sont pas, comme on peut le voir dans les 2 étapes spécifiques à une technologie ou à une solution. Les partenaires privés et publics candidatent simultanément pour constituer les consortiums. Par ailleurs, les partenaires privés, mais ça peut-être que Magali en parlera plus en détail, mais les partenaires privés peuvent aussi être éligibles à un financement de l'IHI, mais pas les big pharma, bien évidemment, pas les grandes compagnies. Et enfin, le budget qui doit être... Alors, j'ai parlé tout à l'heure de partenaires contributeurs. Il faut savoir que dans les projets IHI, les partenaires contributeurs doivent être en mesure de couvrir 45% du coût total du projet. Et enfin, le délai pour la préparation, puis ensuite pour la signature du grant, est de respectivement 5 mois et 8 mois. Donc, depuis la deadline, dépôt du projet, jusqu'à la préparation du contrat, 5 mois, signature du contrat, 8 mois. Voilà, donc là, on rentre davantage dans les conditions de participation et les conditions financières que je ne vais pas présenter de façon plus détaillée. Je pense que Magali en parlera mieux que moi, surtout. Et enfin, juste pour terminer,
Voilà, donc pour organiser ou trouver des partenaires, n'hésitez pas à visiter les pages web du site IHI, puisque en amont des ouvertures d'appels à projets, ils mettent, ou je crois qu'elles sont déjà consultables, des bases de matchmaking où vous pouvez accéder à, voilà, à différents partenaires, ce qu'ils proposent comme expertise, est-ce qu'ils recherchent des partenaires ou des coordinations. Et je vous ai mis également le lien vers le call text numéro 5 où, voilà, où vous pouvez trouver vraiment tout le descriptif détaillé de cet appel. Et je crois que maintenant, je peux laisser la parole à Magali. Merci Roxane. Magali, voulez-vous que je partage votre présentation? Bonjour à tous d'abord et toutes. Non, Antoine va partager parce qu'il a fait quelques modifications de dernière minute. Donc, comme ça, Parfait. on utilisera la dernière version. Je suis vraiment désolée pour ce contretemps de dernière minute. Non, c'est pas très grave. Merci beaucoup. Je vous J'enlève laisse. mon partage, Vania. Oui, s'il vous plaît. Et puis, Antoine va partager. Donc, je vais en profiter pendant qu'il fait le partage. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous à nouveau. Merci beaucoup, Roxane. Merci beaucoup, Vania. C'était très complet. Juste une petite confirmation, effectivement, que j'ai faite dans le chat. Effectivement, quand on parle de stroke en anglais, on parle d'accident vasculaire cérébral. Oui. C'est un petit peu plus large que l'infarctus. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, mais plusieurs personnes ont réagi. Donc, ça veut dire que tout le monde suit. C'est parfait. On en est ravis. Et puis, donc, nous confirmons de notre côté. S'il y avait des questions de toute façon sur les topics, plus précisément quand on passera à la partie questions et réponses, nous avons aussi avec nous Nathalie Seigneuré, qui est une de nos Scientific Officer, responsable de suivi et de projets scientifiques, qui a une expérience très étendue dans IHI. Donc, je vais me présenter. Mon nom, c'est Magali Poineau. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent déjà. Je suis dans la structure maintenant depuis très, très longtemps en tant que juriste à la base. Et aujourd'hui, je suis responsable de l'équipe gouvernance qui s'occupe de tout ce qui est la relation avec les États membres, du comité scientifique, du conseil d'administration, mais aussi de la réalisation du programme de travail. Donc, je vais aller très rapidement sur la partie règles de participation et après, je donnerai la parole à Antoine. Antoine, au prochain slide, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, déjà, Roxane a donné quelques éléments. Donc, effectivement, le call 5 d'IHI, c'est un appel en une étape. C'est un appel ouvert, comme l'ensemble des appels de IHI et dans la lignée de Horizon Europe. Ce sont des actions de recherche et d'innovation uniquement sur ce call 5 et globalement jusqu'à présent pour IHI. Et donc, l'objectif, c'est pour le consortium de soumettre une proposition complète dès le début. Donc, c'est quelque chose qui est assez détaillé et étendu et pour lequel il faut suivre un template qui est quasi similaire à celui de Horizon Europe, sont seulement spécifiques les parties propres à IHI du fait des caractéristiques de ce partenariat public-privé. La particularité d'un appel en une étape, c'est, comme l'a précisé Roxane, c'est que tout le monde postule en même temps et que les consortiums doivent être composés de partenaires publics. Quand on parle de partenaires publics, on parle aussi bien des académiques, des hôpitaux, des centres de recherche, des organisations de patients, des régulateurs, des payeurs, des aidants. C'est très varié, mais aussi des petites et moyennes entreprises, des biotech, et puis des partenaires privés. Et là, on fait plus référence à l'ensemble des partenaires industriels qui sont membres fondateurs de IHI. Et donc là, Roxane également a mentionné l'ensemble des associations industrielles qui sont membres de IHI. Et c'est là qu'on retrouve pas simplement que des très grandes compagnies, bien sûr, de très grandes compagnies, mais des compagnies aussi plutôt dans la medtech qui sont plutôt de taille moyenne. Et donc, effectivement, ces consortiums doivent être composés de ces acteurs à géométrie variable. L'important est de répondre aux objectifs de chacun des topics.
Je vois une question, pourquoi parler de public partner pour désigner les petites et moyennes entreprises? En fait, c'est parce que ça a un reliquat, on va dire, du partenariat précédent où les partenaires privés n'étaient absolument pas finançables, n'étaient pas éligibles au financement, alors que l'ensemble des petites et moyennes entreprises, sauf à être complètement affiliées à l'une de ces gros industriels, donc l'ensemble de ces petites et moyennes entreprises étaient finançables. Et donc, on les a toujours mis sous le chapeau public partners, mais effectivement, juridiquement parlant, quand on parle d'une PME, bien sûr, c'est une entité à caractère privé. Mais voilà la raison du pourquoi, quand on parle de public partner, parfois on fait aussi référence aux petites et moyennes entreprises. Merci pour la question. Je pense qu'effectivement, ça peut être parfois confusionnant. Donc, comme l'a mentionné Roxane, il y a un outil de mise en réseau. Bien sûr, vous avez aussi vos PCN qui peuvent vous apporter un support. Vous avez vos propres réseaux. Mais nous, en tout cas, au sein de IHI, nous avons mis une plateforme de matchmaking, de mise en relation. Et donc, n'hésitez surtout pas à aller sur cette plateforme. Également parce que lorsque nous avons organisé les webinaires, toute une série de structures ont manifesté déjà leur intérêt et continuent à manifester leur intérêt. Et ce portail est ouvert jusqu'à la date limite de soumission des propositions. Et bien entendu, il faut que l'ensemble du consortium représente toute l'expertise qui va être nécessaire pour la réalisation des objectifs des topics, hein, donc des 4 topics, enfin l'un des 4 topics pour lesquels la soumission est faite. Au prochain slide. Donc là, je vais rentrer très rapidement. Donc, on a le call launch. Si c'est en une seule étape, donc il y a une évaluation de la proposition complète. Et puis, s'il y a une proposition positive en vertu des critères d'évaluation et des différentes notations, on rentre en phase de préparation de l'accord, du Grand Agreement. Et puis, à la fin, donc, la signature de ce Grand Agreement. Et en parallèle, le consortium est requis de signer ce qu'on appelle un consortium agreement, mais les règles sont très similaires à ce qui se fait dans le réseau Europe. Vous êtes assez familier, il me semble, à ceci. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc là aussi, je vais aller très rapidement. La deadline a déjà été mentionnée, c'est au mois de janvier. Ensuite, on a les évaluations qui auront lieu dans la foulée. L'objectif est d'informer les applicants le plus rapidement possible. Nous visons donc la fin mars, et puis ce qui nous permettra de commencer la préparation des Grand Agreements et la finalisation de ces grandes pour la signature dans le courant du mois de juin, enfin fin juin. Voilà. Prochain slide. Donc maintenant, en termes de participation, au prochain slide, donc si vous êtes assez familier avec les règles d'Horizon Europe, IHI, c'est de toute façon un partenariat public-privé qui résulte d'Horizon Europe du cluster premier et qui est soumis à la quasi-totalité de l'ensemble de ces règles d'Horizon Europe. Donc en termes de participation, quelle quantité que ce soit, quel que soit son lieu d'établissement, peut participer à une action de IHI, bien entendu, avec la condition de participer et de contribuer aux objectifs de IHI, mais plus spécifiquement de l'appel et du topic en question. Donc ça, on est exactement dans les mêmes conditions. Par contre, effectivement, toutes les entités ne sont pas éligibles au financement. Ce n'est pas propre à IHI. Vous connaissez certaines règles aussi dans Horizon Europe. On va les revoir. Mais nous avons une toute petite particularité supplémentaire. Donc, en termes de critères d'éligibilité générale, pour soumettre une proposition, il faut qu'il y ait au minimum 3 entités. Une entité, qu'elle soit publique ou privée, donc établie dans l'un des États membres, et 2 autres entités publiques ou privées établies soit dans un État membre différent, soit dans un pays associé à Horizon Europe. Ça, c'est vraiment, et ça, vous connaissez cette règle, c'est exactement la même règle dans Horizon Europe, dans les actions de recherche et d'innovation. Il n'y a absolument rien de spécifique. Et là, il y a un petit récapitulatif, bien entendu, ce qu'on entend par État membre, on le sait tous.
Les États associés, on est assez similaires. Vous connaissez aussi le fait que sont également éligibles dans ce nombre de 3, donc les pays qu'on appelle Low and Middle Income Country. Et quand vous allez sur le programme de travail d'Horizon Europe, vous retrouvez toute cette liste de Low and Middle Income Country, comme on a l'Argentine, le Brésil, il y a toute une série d'entités, de pays concernés. Et puis, dans les pays associés, donc, on a donc les associés, et on a le cas spécifique maintenant, donc, de United Kingdom, de Grande-Bretagne. Et là, donc, vous le savez, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 1er janvier 2024, le UK sera à nouveau associé pour l'entièreté du programme de Horizon Europe, donc ce qui couvrira également IHI, ce qui implique que ces entités pourront être bénéficiaires au même titre que n'importe quelle autre entité établie dans un État membre ou un pays associé. Par contre, en ce qui concerne la Suisse, elle ne fait toujours pas partie des accords de transition, puisqu'il n'y a toujours pas d'accord scientifique et technologique de signer, et il n'y en a pas un en vue d'être signé. Donc, pour l'instant, la Suisse est toujours considérée comme un pays tiers. Merci beaucoup pour tous les liens qui sont ajoutés dans le chat. La question de la Nouvelle-Zélande, juste pour répondre rapidement, effectivement, il y a un accord d'association qui a été signé avec la Nouvelle-Zélande, et donc la Nouvelle-Zélande fait partie des pays associés à Horizon Europe. La Nouvelle-Zélande est reprise dans la liste des pays associés. Et à ce titre, d'ailleurs, dans le cadre de IHI, nous avons invité la Nouvelle-Zélande à nommer un représentant à notre groupe des États membres. Pour le UK, son statut de pays associé est valable pour le Call 5. Donc, alors, le Call 5 a été lancé en 2023. Donc, il est toujours, le Call 5, notre Call 5 en tant que tel, est toujours soumis à l'ancien régime. Mais dans la mesure où il y aura des évolutions qui vont être faites au cours de 2024, on va voir comment, au niveau d'Horizon Europe, l'ajustement des règles se fait, c'est-à-dire à savoir s'ils seront bénéficiaires automatiquement dans le Grant Agreement ou ils seront toujours considérés comme partenaires associés. Pour l'instant, ils sont toujours considérés comme partenaires associés, mais effectivement, le Call 5, on est un peu à mi-chemin. Donc, mais on va voir. On est positif, et s'il y avait des évolutions. Mais en tout cas, pour l'instant, il faut faire comme si, toutes les soumissions doivent être faites comme si les entités basées en UK étaient considérées au même titre que n'importe quelle autre entité dans un État membre. Et puis, en fonction, la réadaptation se fait durant la préparation du Grant Agreement. Au prochain slide. Donc, par contre, comme je le mentionnais précédemment, donc si toute entité est éligible pour participer, peut tout à fait participer, en termes de financement, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que donc, toutes les entités, effectivement, qui sont établies dans un État membre, un pays associé et Low and Middle Income Country, elles sont éligibles au financement. Les autres, toutes les entités qui sont établies dans un pays tiers, ne sont pas automatiquement éligibles au financement. Par principe, elles ne sont pas éligibles, ces entités des pays tiers, sauf si pendant la phase d'évaluation, il est considéré que leur participation est essentielle. Pour différentes raisons, du fait de la contribution scientifique qui est très spécifique, qu'on ne peut pas retrouver ailleurs, par exemple, ou parce qu'il y a une infrastructure qui ne se trouve que dans ce pays, mais vous connaissez également toutes ces règles. Et puis ensuite, il y a les exceptions qui ont été mises en place petit à petit pour des raisons diverses et variées. On va en voir 2 au prochain slide, qui sont les plus importantes. Ah non, c'est celui d'après, pardon. On le verra après. Donc l'éligibilité au financement dans un single stage. Donc là, toutes les entités sont éligibles au financement quand elles sont établies dans un État membre, dans un pays associé, dans Low and Middle Income Country, qu'elles soient publiques ou privées. Ça, c'est vraiment le principe, et c'est une grande nouveauté par rapport à des calls passés dans IMI, l'initiative précédente. Une spécificité, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est qu'effectivement, dans les two-stage calls, quand on est dans les appels à 2 étapes, les entités privées ne sont pas éligibles au financement. Ici, elles sont éligibles au financement, et comme l'a mentionné Roxane, effectivement,
FPA, qui est l'association représentant les industries et les associations du domaine pharmaceutique, ont déjà annoncé que même si toutes ces entités étaient éligibles au financement, elles ne vont jamais requérir de fonds de la part de l'Union européenne, ce qui ne sera pas le cas, par exemple, des entités qui sont affiliées à Medtech ou à COSIR. Donc là, on va nommer, par exemple, Philips, Siemens, GE Healthcare. Mais quand on va parler de GSK, Janssen, Bayer, Novartis, effectivement, ces compagnies pharmaceutiques ne vont pas requérir de fonds, même si elles sont maintenant éligibles au financement dans un cadre d'un appel à une étape. Le slide d'après, donc là, c'est les mesures spécifiques, donc où là, il y a des restrictions en termes de participation et de financement. Donc, le premier est le résultat de la guerre en Ukraine et de l'invasion, effectivement, par la Russie et l'implication de la Biélorussie, où là, toutes les entités qui sont établies en Russie ou en Biélorussie ou qui sont contrôlées ou des entités qui sont dans les territoires contrôlés par la Russie ne vont pas être éligibles à la participation. Donc, en n'étant pas éligibles à la participation, ne sont pas éligibles au financement. Et puis, est venue s'ajouter une deuxième situation du fait d'une procédure d'infraction qui a été lancée par l'Union européenne et qui, effectivement, pour certaines des entités établies en Hongrie, ne vont pas être éligibles au financement. C'est-à-dire que là, ils vont être éligibles à la participation, mais pas au financement. Mais là, il s'agit absolument en aucun cas d'une situation spécifique à IHI, mais ça s'applique à l'ensemble du programme d'Horizon Europe. Mais c'était important de le rappeler. Et ensuite, je crois que c'est fini, donc je vais donner maintenant la parole à Antoine. Je vérifie très rapidement quand même s'il y a des questions. Sinon, si je n'y ai pas répondu, nous y reviendrons dans la dernière partie. Merci pour tout. Voilà, alors bonjour à tous. Donc, mon nom c'est Antoine Julien. Donc je voulais rappeler, comme indiqué, donc IHI, Innovative Health Initiative, donc c'est un partenariat public-privé. Donc en fait, ça veut dire que nous sommes une structure légale, autonome et indépendante. Donc nous sommes une petite structure d'une 50aine de personnes à Bruxelles. Donc, ça implique également ce principe de cofinancement, c'est-à-dire que pour 1 euro du secteur privé, donc il y a 1 euro du secteur public qui vient de la Commission européenne. Donc, au total, il y a des engagements de 2,4 milliards d'euros, donc 1,2 milliard de l'industrie et 1,2 milliard de la Commission européenne. Alors, si vous vous demandez en fait qui se trouve derrière le secteur privé, donc on l'a mentionné, donc ce sont 4 associations professionnelles européennes, donc 5 si on inclut Vaccine Europe qui est un sous-groupe de IFPA, donc IFPA les Big Pharma, Medtech Europe, Europa Bio et COSIR. Alors, dans la pratique, ce ne sont pas les associations elles-mêmes qui participent, quoi que ça arrive dans certains projets, donc, mais ce sont les membres de ces associations et leurs filiales. Donc, par exemple, dans le cadre de ISPIA, on a des entreprises comme Servier ou Sanofi. Et donc, pour Sanofi, donc c'est tantôt Sanofi France, tantôt Sanofi Allemagne. Alors, en plus de ces membres, de ces associations, donc on a ce qu'on appelle les partenaires contributeurs. Et donc là, c'est ce qu'en anglais, on appelle souvent des charities, donc des organismes de charité. Donc, entre autres, il y a, participe dans certains projets IHI, JDRF, Juvenile Diabetes Research Foundation, donc qui est une fondation basée à New York et à Paris. Le Wellcome Trust et donc la fondation Bill et Melinda Gates. Donc ça, ce sont des organismes qui financent, qui participent au projet IHI, mais sans être membres des associations fondatrices de IHI. Alors, pour être un membre, donc un partenaire contributeur, donc il faut faire une demande avant la date limite de dépôt pour les projets du Call 5. Alors, plus particulièrement pour le Call 5, voici les budgets donc, qui ont déjà été évoqués par Roxane Brachet. Vous voyez ici donc, les budgets pour les topics 1, 2, 3 et 4.
Donc, c'est le budget maximum pour chacun des topics et puis le budget indicatif pour chacune des propositions, ce qui nous permet de financer pour chacun des topics de une, deux, voire trois propositions, donc en fonction du nombre de propositions déposées. Alors donc, important, mais je reviendrai là-dessus plus tard, donc il y a cette règle de cofinancement, donc de minimum 45%. Donc au niveau de l'ensemble du programme, c'est un financement 50-50, mais au niveau d'une proposition individuelle, il faut donc minimum 45% de cofinancement. Alors, pour le montage de projet, il y a donc les bénéficiaires qui reçoivent du financement de la Commission européenne. Il y a les bénéficiaires qui n'en demandent pas, donc ce sont les Big Pharma. Et alors, il y a au milieu ce qu'on appelle les partenaires ou les bénéficiaires hybrides, donc c'est-à-dire ceux qui à la fois reçoivent un financement de la Commission européenne et en même temps contribuent donc au projet par une contribution en nature ou financière. Et donc, cette contribution, donc tous ceux qui sont en vert, donc il faut s'assurer en fait qu'ils contribuent à hauteur de minimum 45%, donc pour que la proposition soit éligible. Alors, au niveau des coûts éligibles, ce sont les mêmes coûts que les mêmes critères d'éligibilité que les critères d'Horizon Europe. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ces critères d'éligibilité. Donc, ce sont les mêmes catégories de coûts qui sont indiquées ici. Donc, dans la pratique, ce sont les coûts de personnel, la sous-traitance, les coûts d'achat, la facturation interne et les coûts indirects, donc qui sont forfaitaires à 25%. Donc ça, c'est pour les bénéficiaires qui reçoivent un financement de la Commission européenne. Alors, pour la contribution en nature, donc soit c'est une contribution en nature, donc on appelle ICOP, donc In-Kind Contribution to Operational Activity, ou bien il y a également des contributions financières, donc ça c'est du cash, comme on le dit, donc qui vient souvent, la plupart du temps, des big pharma qui sont versés à un académique ou une PME qui participe dans le projet. Alors au niveau de la contribution en nature, donc ce sont essentiellement les coûts de personnel des Big Pharma ou des MedTech. Et donc là, de nouveau, cette contribution est valorisée selon les mêmes critères d'éligibilité des règles Horizon Europe. Donc pour les coûts de personnel, donc beaucoup de sous-traitance également, des coûts d'achat, la facturation interne et les coûts indirects. Donc ça, c'est pour la contribution en nature. Alors maintenant, donc, pour la contribution financière, donc ça, c'est le cash payé d'un partenaire privé vers un bénéficiaire du projet. Et donc là, il est nécessaire de le décrire dans la proposition. Alors, un point important, donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le non-EU ICOP ou ICOP, donc c'est la contribution du secteur privé, mais qui vient en dehors de l'Union européenne ou en dehors des pays associés à Horizon Europe. Donc les pays de l'Union européenne, donc vous les connaissez, c'est les 27 États membres. Et alors donc il y a la série en fait de pays associés à Horizon Europe, donc tel qu'évoqué par Magali Poineau. Qui sont les pays qui sont mentionnés ici. Et donc, il y a le cas particulier du Royaume-Uni, donc qui a également été évoqué. En fait, ce qu'il faut retenir de ceci, c'est que donc, si vous avez des contributions de Big Pharma qui sont basées aux États-Unis ou en Suisse, donc cette contribution est limitée à maximum 30% de la contribution des contributeurs qui apportent le cofinancement. Et donc, nous avons développé un outil Excel qui vous aide en fait à calculer ce pourcentage de 30% et également le pourcentage de 45% de cofinancement. Alors, une nouveauté dans le programme
IHI, donc Innovative Health Initiative, donc comparé au programme précédent, au programme Innovative Medicine Initiative, c'est donc que maintenant il y a ce qu'on appelle l'IKAA, donc ce sont les contributions en nature pour des activités additionnelles, et donc ces contributions donc participent également au cofinancement. Et donc là, à la différence, donc ces activités additionnelles, il peut s'agir d'activités qui interviennent ou pour les coûts qui sont encourus avant la date de démarrage du projet ou après la date de démarrage du projet, donc jusqu'à 2 ans, ou après la fin du projet, donc jusqu'à 2 ans après la fin du projet. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'IKAA et donc qui contribue donc également au cofinancement. Alors, donc ici, rapidement, vous voyez les critères, en fait, auxquels les critères, en fait, pour l'IKA, pour que cette IKA soit considérée comme éligible. Alors, très important, pour que la proposition soit éligible, donc il faut un cofinancement de minimum 45%, donc cofinancement donc, apporté par le secteur privé. Alors, donc ce cofinancement se constitue soit de l'ICOP, donc qui sont les contributions en nature, soit de ce qu'on appelle les FC, donc les contributions financières, financial contribution, ou bien encore de l'IKA. Et donc l'ensemble de ces 3 éléments doit faire minimum 45% des coûts éligibles de la proposition. Et alors donc ici, vous avez un exemple d'une proposition. Donc, on a des budgets, on a des coûts totaux éligibles de 18 millions d'euros. La contribution du secteur public est de 10 millions d'euros et la contribution du secteur privé, donc il y a l'InKind, donc l'ICOP qui est de 6 millions d'euros, les contributions financières de 2 millions d'euros et les contributions additionnelles de 500 000 euros. Et donc, au total, on a 8,5 millions de contributions du secteur privé pour des coûts éligibles totaux de 18 millions, plus les 500 000 d'activités additionnelles. Et donc, ici, on a un cofinancement de 46%. Et donc, cette proposition, dans cet exemple-ci, est considérée comme éligible. Voilà, donc très brièvement, les règles financières pour la participation au Call 5. Et donc, c'est ainsi que je termine. Et donc, je vous ai mis pour terminer donc, la liste des documents de référence donc, qui rassemblent les règles financières, donc notamment le guide pour la participation, donc qu'on appelle le Guide for Applicant, et également donc le guide pour les partenaires contributeurs, le Guide for Contributing Partner. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez surtout pas, hein, ne soyez pas timide, c'est le moment. Après, c'est jamais la dernière limite. Hein. Aujourd'hui est une opportunité. Ce sera avec plaisir de répondre à toutes vos questions. Si par hasard on avait un léger doute, on reviendrait vers vous par après. Pour rester de toute façon en contact, donc aujourd'hui, sinon il y a une boîte mail applicant@ihi.europa.eu. Où vous pouvez envoyer toutes vos questions et donc elles sont redispatchées aux différents collègues. Et puis, de toute façon, au niveau national, vous avez un support très important, aussi bien au niveau du PCN qu'au niveau du représentant du groupe des États membres. Et de mémoire, dans le cas de la France, ce sont quasiment les mêmes. Voilà. Excusez-moi. Il y a une question, oui. Oui, c'est mon tour? Oui, allez-y. Oui, ok. Ok, merci. En fait, j'ai une question. En fait, comment ça se passe si un projet est allongé et il n'y a plus d'autres financements, ni du privé, ni de la Commission européenne? Et en fait, est-ce qu'il faut encore faire le rapport financier, même si on sait qu'on ne va pas recevoir plus d'argent? Par exemple, à la fin de la dernière période financière?
si j'essaye de résumer, donc c'est dans le cadre d'un projet en cours pour lequel un avenant a été validé, mais effectivement, de toute façon, sans modification de la contribution financière. C'est ça, mais il y a du temps, en fait. Il y a plusieurs périodes maintenant encore. Donc, c'est juste pour être sûr que la question était bien comprise. Je vais laisser la parole peut-être à Antoine. Merci. Pour le reporting financier dans le cadre d'un avenant. Donc moi, si j'ai bien compris, donc vous avez un budget, un projet avec un budget, disons, de 10 millions d'euros pour l'ensemble du consortium. Et puis, ce que vous dites, c'est que l'ensemble des 10 millions serait déjà utilisé et qu'il y a plus d'argent disponible, mais vous devez quand même faire le rapport financier. C'est exact, c'était ma question. Disons que, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, au moment où on signe le grant agreement, donc le contrat, donc on vous assure du budget, donc les 10 millions, là vous êtes en fait certain de les avoir pour autant que les coûts, que ça correspond à des coûts réels encourus, mais par contre on ne peut pas aller au-delà des 10 millions d'euros. Donc, en fait, là, c'est une question de gestion des coûts, en fait, durant la durée du projet. En fait, il n'est pas possible, en fait, de notre part, d'avoir une intervention supérieure au montant qui a été défini initialement à la signature du contrat. C'est ça. Ça, j'ai bien compris. Mais en fait, ma question, c'était est-ce qu'il faut faire des timesheets? Par exemple, est-ce qu'il faut faire le rapport financier, même si on sait on ne va plus avoir d'argent, en fait, pour le projet? Est-ce que c'est nécessaire de déclarer Oui, vous devez toujours faire le rapport financier parce que OK, d'accord. oui, vous devez toujours le faire parce que d'une part, en fait, nous, on paye les 10% qu'après le dépôt du rapport final. Donc, si vous ne soumettez pas le rapport final, vous n'aurez pas les 10% en fait du dernier financement. Également, en fait, ce que je n'ai pas mentionné ici, c'est que au début du projet, il y a une partie qui est transférée au fonds de garantie qui sert à couvrir les bénéficiaires qui viendraient à faire faillite et ces 5% qui sont transférés au fonds de la garantie, vous les récupérez en fin de projet. Donc là aussi, en fait, c'est important de déposer le rapport final. D'accord, OK. Et vous avez parlé de quel 10% en fait? Alors, les 10%, vous avez c'est donc vous avez un projet de 10 millions d'euros. On paye un préfinancement au début du projet et puis on paye chaque période les coûts qui ont été encourus durant la période écoulée jusqu'à ce que vous ayez atteint 90% du coût en fait du coût financé par l'Union européenne. Et les 10% restants sont payés à la fin, en fait, après l'approbation du rapport final. Ah, d'accord, OK. OK, super, merci. Oui, c'était ma question. Alors, en tous les cas, il faut toujours faire le rapport financier, Oui, peu importe la somme déjà consommée par les participants. exactement, voilà. Parfait. Bon, et c'est pareil pour Horizon 2020, je pense, j'imagine? Oui, c'est la même chose pour Oui. Horizon 2020 et pour Horizon Europe. Et donc, et une autre raison, c'est que si vous n'avez pas un rapport en fait qui justifie les coûts, on peut à ce moment-là même recouvrir les coûts qui n'ont pas été, qui sont pas justifiés. Mmh. D'accord. Oui, d'accord. Oui, je vois, ouais. Mmh. Bon, je vous remercie. Merci beaucoup. Faïna, je vois une question de Antoine Campagne. Je ne sais pas si vous voulez que j'y réponde avant de donner la main à Lauriane Gérard-Marzan. Oui, je pense qu'il y a deux questions. Oui, alors, donc je vais lire la première question. Est-ce qu'un consortium ne comportant aucun partenaire privé fondateur d'IHI pour le cofinancement, mais uniquement des contributing partners, a autant de chances d'être financé qu'un autre consortium qui associerait effectivement les partenaires privés d'IHI? C'est une question très intéressante. Puisque nous avons déjà été effectivement confrontés à ce cas de figure où une proposition
ne contenait en fait que des membres publics et puis des contributing partners. Donc, si vous voulez, juridiquement, en tant que tel, on peut tout à fait se retrouver en cette configuration. Mais il faut remettre ça dans le contexte du partenariat public-privé. C'est un partenariat public-privé entre donc l'Union européenne et puis un certain nombre d'associations industrielles. Et l'objectif, c'est de s'assurer aussi qu'on répond à ces objectifs communs qui ont été définis par l'ensemble de ces membres et qu'on reflète bien ce concept de partenariat public-privé. Et ce qu'il y a, c'est que dans le cadre des contributing partners, souvent, il ne s'agit pas de partenaires privés, mais plus de fondations, de charités. Donc, en fait, la dimension partenariat public-privé n'existe pas nécessairement. Donc, il est vrai que dans les critères d'évaluation, il y a un élément qui, effectivement, demande aux évaluateurs de bien évaluer le fait qu'on reflète que la proposition, outre le fait de répondre aux objectifs et peut atteindre les impacts, les objets, enfin l'ensemble de ces choses, mais aussi reflète le concept de partenariat public-privé. Et donc, c'est pour ça qu'on va dire que globalement, il est préférable, effectivement, il est d'avoir des partenaires privés au sein du consortium parce qu'on répond mieux aux objectifs et au concept même du partenariat public-privé. Et j'ai vu une autre question, mais là, je vais donner la parole à Nathalie. Donc, y a-t-il un nombre maximum ou raisonnable de partenaires dans un consortium? On a vu qu'il y avait un nombre minimal, comme dans Horizon Europe, mais est-ce qu'il y a un nombre raisonnable ou maximum? Et Nathalie, avec toute son expérience, va pouvoir vous répondre. Bonjour à tous. Alors, il n'y a pas de nombre maximum. Encore une fois, il faut prendre en compte les objectifs. Et comme nous avons quand même des topics assez ambitieux, c'est vrai qu'on s'attend à ce qu'il y ait un certain nombre de participants dans le consortium. Mais ensuite, il faut faire la balance avec couvrir toute l'expertise nécessaire pour avoir une proposition qui tient la route et qui pourra effectivement répondre à tous les objectifs du topic et délivrer toutes les attentes de ce topic, mais évidemment d'avoir un consortium aussi que l'on puisse gérer et coordonner de façon optimale. Donc, tout dépend un petit peu de comment vous envisagez votre proposition. C'est vrai qu'on a tendance à avoir des consortiums, des consortia assez larges, de différents publics, privés, de partenaires publics-privés. Mais encore une fois, c'est à chacun de trouver quelle est la meilleure façon d'adresser les objectifs du topic. Merci beaucoup. Antonia, vous avez levé la main ou c'est votre ancienne main? Mais il y avait peut-être Lauriane. Oui, c'est ça, Lauriane. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, merci à tous pour cette présentation. Moi, j'ai une petite question, juste, est-ce qu'on pourrait revenir sur la slide qui est avant l'explication de l'exclusion des partenaires russes et biélorusses, parce que j'ai pas vraiment compris, enfin, je suis désolée, je suis un peu néophyte et nouvelle sur la question et j'aurais bien aimé une réexplication, s'il vous plaît. Oui, donc tout à fait. Antoine est en train de revenir en arrière. Donc, concernant les entités russes et biélorusses, en fait, il a été décidé… Non, c'était avant, pardon. C'est cette slide-là, voilà, j'ai pas bien compris. Voilà. Ouais, c'est Laquelle, celle-ci ou celle-ci? Non, celle d'avant. Alors, celle d'avant, c'est plus global. Oui, voilà, mais c'est celle-là que j'avais pas bien compris. Ah, Voilà, ok. Donc là, ici, l'objectif de ce slide, c'est d'indiquer quelles sont les entités qui sont éligibles au financement dans les appels à une étape au sein de IHI. Le principe, c'est que l'ensemble des entités, sauf s'il y a des mesures restrictives qui résultent d'Horizon Europe, comme pour la Biélorussie et la Russie, ou pour certaines entités établies en Hongrie, donc l'ensemble des entités, qu'elles soient publiques ou privées, sont éligibles au financement. Mais on sait déjà par avance, comme l'a mentionné Roxane au tout début,
que les entités privées de l'industrie pharmaceutique, même si elles sont éligibles en financement, ne vont pas requérir de financement de la part de IHI. Mais l'ensemble des entités, quelle que soit leur nature juridique, sont éligibles au financement dans les appels à une étape au sein de IHI. Ok, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Il y a une autre question sur le chat d'Antoine. J'ai vu. Oh, oui, on fait une question difficile. Alors, la question, comment convaincre un industriel de mettre sur la table 10 millions d'euros de cofinancement d'un projet de recherche? Nous sommes en pleine recherche de partenaires pour cofinancer un projet et c'est particulièrement difficile. Alors, je vais être honnête avec vous, c'est aussi difficile pour nous de vous répondre. Pour quelle raison? Parce que nous ne participons pas à l'établissement des consortiums. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est essayer de mettre en place des outils pour faciliter la mise en réseau. Mais en tant que tel, je ne vais pas dire que nous avons l'expérience pour convaincre un industriel de participer à la proposition. J'avoue que là, je suis dans une situation un peu délicate pour vous répondre. Après, j'aurais tendance à dire que effectivement, ça peut être en plus lié à plusieurs choses. D'abord, par rapport à l'objectif scientifique, est-ce que ça fait partie de leur plan de business sur les années à venir? Est-ce que il y a un intérêt en interne? Est-ce qu'ils ont les ressources nécessaires? Est-ce qu'ils ont envie d'être impliqués dans ce consortium? J'avoue que là, pour nous, c'est quelque chose qui est assez difficile de répondre. Je dirais que si ce partenaire industriel, donc normalement fait partie d'une des associations, j'aurais tendance à vous inviter à vous mettre en relation avec l'association au niveau plus horizontal, de voir dans quelle mesure il pourrait vous soutenir et vous aider à les convaincre. Donc, par exemple, si c'est une compagnie qui est affiliée à FPA, de contacter les points de contact à ce niveau-là. Si c'est une compagnie affiliée à Medtech, de voir avec les points de contact. C'est pour l'instant le seul soutien ou information que je pourrais vous donner. J'en suis vraiment désolée. Il y a une autre question. Est-ce que seuls les industriels adhérents des associations Pitchon, Colde et IHI sont à contacter? Sinon, comment identifier les industriels adhérents des associations qui ont établi les topics et qui donc préparent des projets sans en parler? Alors, je vais d'abord faire une petite rectification par rapport à la question qui est soulevée, puisqu'il est mentionné comment identifier les industriels adhérents des associations qui ont établi les topics. Quand on parle des appels à une étape, ce ne sont pas des industriels qui ont établi les topics. C'est une discussion qui a eu lieu entre la commission, l'ensemble des partenaires industriels et les scientifiques au sein de notre bureau qui ont discuté pour établir en fait les topics qui pourraient effectivement qui répondent aux objectifs d'IHI, qui s'inscrivent dans le cadre de l'agenda de recherche d'innovation stratégique et puis qui pourraient effectivement avoir un intérêt. Donc, il n'y a pas des industriels en particulier qui guident les topics qui font partie des appels à une étape. Donc, on n'est pas du tout dans la configuration des appels à 2 étapes. Là, on est dans une configuration beaucoup plus neutre. Donc, on ne peut pas parler d'industriels adhérents qui ont établi les topics dans les appels à une étape. Ensuite, comment les contacter? Donc là encore, soit effectivement ils se sont identifiés lors des pitching days, lors des infodecks, on a organisé des webinaires, ou alors sur la plateforme. Et là, vous pouvez les contacter directement. Soit effectivement, vous pouvez peut-être essayer de voir avec les associations, plus généralement, si elles sont au fait de partenaires industriels qui seraient toujours effectivement à la recherche de partenaires. Après, il y a votre réseau sur lequel vous pouvez vous appuyer. On a bien conscience de la difficulté de l'exercice. On ne le sous-estime pas. Et c'est pour cette raison qu'on essaye de mettre en place un maximum d'outils. C'est aussi pour cette raison qu'on s'appuie sur notre réseau des États membres pour relayer l'information au maximum et faciliter la mise en réseau. Mais au sein de l'Office, nous devons garder une position neutre, une fois encore. Et malheureusement, pour l'instant, il est difficile pour nous d'aller au-delà de ce qui est fait, mais on essaye d'apporter tout le soutien autant que possible neutre, mais vous apporter un soutien. Mais voilà, disons, les premiers éléments de réponse que je pourrais vous donner aujourd'hui.
Il y a une autre question sur le taux de réussite des dépôts versus sélectionnés pour ce type d'appel. Alors là, je vais me tourner vers Nathalie, parce que moi, j'aurais une réponse plus approximative, mais Nathalie, peut-être, tu as une réponse plus précise. Non, pour l'instant, on est encore au début, donc on n'a pas suffisamment de recul puisqu'on vient de signer, on a juste lancé les premiers projets de AHI. Après, ça dépend aussi si vous parlez des taux de réussite par rapport à la sélection ou alors après par rapport au grant signé, puisqu'on n'a encore pas fini les process pour le call 2 et 3. Donc, je pense qu'on n'a pas de chiffres pour l'instant, en tout cas, précis à vous donner. Moi, ce que je peux rajouter peut-être, c'est que si vous essayez de faire une comparaison avec Horizon Europe, qui n'est pas une comparaison correcte, mais bon, essayons de faire une comparaison quand même. De toute façon, dans le cadre des partenariats publics-privés, et notamment d'AHA, le taux de soumission est bien moins important que dans Horizon Europe par rapport à Utopic. Donc, de facto, le taux de réussite est plus élevé. C'est ce que je peux vous dire, c'est que, et notamment, pourquoi il y a moins de dépôts de propositions, comme il y a cette obligation d'avoir au moins 45% de contribution in-kind de partenaires industriels, forcément, il y a une sorte de sélection qui vient se faire. Donc, il y a beaucoup moins de propositions soumises dans le cadre d'IHI. Et donc, de facto, à la fin, il y a un taux de réussite plus élevé, même si nous sélectionnons moins de projets, même dans les appels à une étape, mais ça n'empêche, le taux de réussite est plus élevé. Je vois une question qui nous concerne encore avant de donner la main à nos collègues du PCN. C'est une question pour vous, mais je vais prendre la dernière de Joël Martin-Gauthier. Horizon Europe se termine en 2027. Peut-on proposer des durées de projet qui vont au-delà de 2027 ? Alors, je dirais oui, c'est absolument pas un problème. Mais quand vous regardez dans chacun des topics, parfois il y a des durées qui sont mentionnées en disant idéalement, pour ce type de projet, on se situe autour d'un budget de temps et d'une durée de temps. Après, bien sûr, si c'est tout à fait justifié pour une durée supérieure ou inférieure, ça ne va absolument pas impacter sur l'évaluation, puisqu'il y aura tout à fait une corrélation entre les objectifs, les activités décrites, la durée et le budget, mais c'est tout à fait possible. En fait, pour la question d'Ehud sur la participation française, Catherine est en train de répondre. Et je vois une question, je tiens quand même à dire, en fait, une question, un commentaire plutôt. Je tiens quand même à dire souvent, aussi bien sur la plateforme que sur les pitchs, les industriels ne nous répondent presque jamais. Une réponse, même négative et argumentée, nous c'est plus utile qu'une non-réponse. Merci de faire passer le message aux membres des associations. Sans faute, bien entendu. Oui, nous transmettrons cette information, c'est très important. Et je pense qu'au niveau du SRG, c'est important aussi de faire remonter ce type d'informations parce que lors des réunions du SRG, du groupe de représentants des États membres, les partenaires industriels sont présents à ces réunions. Donc, je pense que c'est également important de faire remonter cette information via votre représentant du SRG pour qu'elle soit transmise également aux partenaires industriels par différents biais. Mais merci beaucoup et nous remonterons. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Il y a Antoine qui dit « C'est vrai également pour les points de contact des associations d'industriels qui ne semblent pas réactifs non plus. » C'est eux qui participent à la réunion des États membres, donc vraiment n'hésitez pas. Mais on le fera. Oui, aucun souci. Après, je ne vous assure pas du résultat, mais vous pouvez compter sur le fait que nous transmettrons l'information et nous insisterons sur ces points-là. C'est très important parce que sinon, effectivement, il est difficile pour l'ensemble des partenaires académiques de mettre en place des consortiums. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? D'autres questions? Il y a une réunion du SRG demain, donc n'hésitez pas, votre représentant du SRG, de faire le commentaire demain.
Ah oui, bon, on va passer l'information à Virginie. Voilà, Ouais, comme ça, Exactement. ça ira très rapidement. oui, parfait. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous retient plus. Mais n'hésitez pas, il y a une boîte. Donc, Antoine, si tu peux revenir sur les derniers slides. Donc, notez bien l'adresse avec applicant@ihi.europa.eu. N'hésitez pas à transmettre vos questions via ce point-là. Également, il y a toute une série d'informations disponibles sur nos sites web. Donc, n'hésitez pas. Il y avait les webinars qui ont été organisés au mois de juillet dernier. N'hésitez pas à les revisualiser. Elles pourraient vous apporter des informations supplémentaires. On a essayé d'être concis aujourd'hui avec Antoine, mais on était beaucoup plus détaillés. Enfin, nos collègues étaient beaucoup plus détaillés lors de ces réunions. Si tu peux aller au slide suivant, Antoine, s'il te plaît. Voilà, donc n'hésitez pas à revoir les webinars. Il y a tous les enregistrements qui sont disponibles avec l'entièreté des slides. De toute façon, les slides d'aujourd'hui, qui incluent aussi des slides que nous n'avions pas le temps de présenter, seront à votre disposition. N'hésitez surtout pas. S'il y avait des incertitudes, des questions supplémentaires, vous avez encore le temps. La date de soumission est mi-janvier. Et je tenais également à en profiter pour vous dire que depuis aujourd'hui, nous avons publié les idées de call que nous avons et qui pourraient faire probablement l'objet de lancement à partir de janvier 2024, aussi bien en call à une étape qu'en appel à 2 étapes. Il y a en tout 5 topics qui sont couverts et qui sont également disponibles dans la partie Apply for Funding, et là il y a marqué Future Opportunity. Donc n'hésitez pas déjà à regarder, parce que ça vous permettrait peut-être aussi d'anticiper pour la formation des consortia et pour essayer de contacter au plus tôt les partenaires qui pourraient avoir un intérêt et faire partie de votre consortium. Voilà. Il y a une petite question pour vous sur les calendriers d'école 6 et 7. Est-ce qu'ils seront publiés de façon officielle fin juin, début juillet? Alors, pour les calls 6 et 7, donc ce sont les 2 calls que je mentionnais, donc qui devraient faire l'objet d'un lancement en janvier. Et normalement, nous allons publier tout le détail à partir du mois de décembre, une fois que notre programme de travail aura été officiellement approuvé par notre conseil d'administration. Donc, effectivement, mais les topics, les idées de topics sont déjà présentes depuis ce midi dans la partie opportunités à venir pour des appels, et les timelines seront disponibles également très prochainement et au plus tard, comme je le disais, au mois de décembre. Bon, merci beaucoup. Juste pour vous dire que oui, nous avons enregistré ces webinaires et on va les mettre sur le site horizoneurope.group.fr dans la partie du cluster santé, et on mettra les présentations. Par contre, je ne vous promets pas que ça va se faire aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Magali, Antoine et Nathalie d'avoir été là aussi avec nous. C'était très intéressant. Nous avons eu dernièrement beaucoup de questions. C'est pour ça qu'on avait décidé d'organiser ce webinaire. Et on passera l'information à Virginie sur la réponse des industriels. Et merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous d'avoir organisé cette réunion. Merci aux participants. Et n'hésitez pas à réitérer cette initiative. Nous participerons à nouveau avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. À bientôt.